Bonjour. Nous avons mis en lumière au cours précédent le caractère particulier de ce 8e livre du Senjusho, donc le 8e sur les 9 qui le composent, qui est le plus abondant par le nombre d'épisodes, 35, et aussi d'ailleurs par le nombre de poèmes bouddhistes, de poèmes japonais, les wakan, soit au nombre de 26. Et comme vous le savez aussi, des citations de poèmes, des citations partielles ou entières de poèmes sino-japonais, au nombre de 13 ou 14. Et donc nous avons mis ce caractère en lumière, en même temps ce très particulier qui est que le 8e livre semble le plus éloigné de toute préoccupation religieuse, au point même que l'un des rares épisodes qui fasse intervenir une révélation surnaturelle, laquelle, on le remarquera, n'est pas opérée par le truchement d'une divinité shinto ou shinto-bouddhique, mais par le Bouddha Yakushi lui-même, n'est-ce pas? C'est ce qui ajoute un degré à son caractère paradoxal, est le prétexte à la description d'un beau mariage de la poétesse Issei, qui épouse un contrôleur des affaires monacales et qui a beaucoup d'enfants, dont d'ailleurs la poétesse Nakatsukasa, que nous avons vu pleurer en entendant un poème de Kinto sur sa récente promotion, ce qui donne une idée de l'atmosphère dans laquelle se meuvent les protagonismes de la plupart des épisodes. Ce livre 8 est en effet, vous le rappelez, centré sur Kinto, Fujiwara no Kinto, ou plutôt sur la célèbre anthologie qui lui est due, le Wakan Roeishu, les poèmes japonais et chinois dignes d'être psalmodiés et récités. Nous avons tenté de donner une raison à cette intrusion un peu surprenante, non pas pour ce qui concerne la structure même du Roeishu, car nous avons vu l'an dernier qu'il y avait assez d'éléments religieux dans cette anthologie pour justifier sa présence, mais surprenante par l'usage résolument non religieux qui en est fait. Et nous n'avons pu trouver cette raison que dans la relation langagière dont il donne l'exemple. Nous y reviendrons très rapidement tout à l'heure. C'est évidemment une vue d'ensemble. Vous allez voir qu'il y a des détails qui nous amèneront, comme le titre de ce cours le suggère, n'est-ce pas, le retour au bouddhisme, nous amèneront à tempérer cette caractéristique d'ensemble. Et la première, c'est qu'il est remarquable de constater que les 3 derniers épisodes du livre 8 signalent un retour progressif à la doctrine bouddhique, explicite, et à sa préoccupation fondamentale, qui est la délivrance de ce monde où règne l'impermanence. Après l'éloge de la réussite curiale, n'est-ce pas, à la cour, après l'éloge des promotions, après les éloges impériaux, le regard se reporte peu à peu vers les fins dernières, telles que le bouddhisme les conçoit. Le 33e épisode, dans la version qui en comprend 35, nous avons plusieurs versions, je ne suis pas entré dans les détails et vous allez, nous y ferons allusion aussi tout à l'heure. Donc ce 33e épisode marque explicitement la transition, alors qu'il y a des choses beaucoup moins explicites que nous verrons à la fin du cours. Nous ne ferons que le résumé, cet épisode. Il concerne un événement qui suivit la mort de l'empereur Toba, donc, qui a régné de 1108 à 1123, qui est mort en 1156. Un événement qui s'est produit durant la période rituelle de 49 jours, durant laquelle la destinée du défunt est en quelque sorte suspendue avant sa renaissance. On entendit dans le palais, en un endroit affectionné du défunt souverain, le son retentissant d'un biwa, d'un luth, bientôt suivi de sa voix même, de la voix de l'empereur, qui déclamait des vers chinois de Pojuyi, Hakkyoi, des vers naturellement consignés dans le Wakan Roeishu, ça ne vous étonnera pas, sous la rubrique des instruments de musique Kangen. L'épisode, très court, finit sur une réflexion concernant cette apparition, dont on ne sait si elle signifie que l'empereur est tombé dans une voie démoniaque, Mado Nando ni Ochisasita Maeri Keru niya, ou bien, d'un autre côté, s'il ne doit pas être considéré comme un avatar, un Umare Kawarase Tamaeri, n'est-ce pas, Umare Kawarase Tamaeri, et qui précisé plus bas par le terme Kenin, n'est-ce pas, Bake Surushito, Ka
Kajin Kenin, un avatar du dieu du sanctuaire de Kamo, Kamo Myojin. Ce qui semblerait indiquer aussi le fait qu'il parla coréen, Komabito no Kotoba. Donc vous voyez que plusieurs traits de la personnalité de l'empereur Toba font qu'il est soit un démon, soit un avatar. Et j'ajoute que le fait qu'il parle la langue coréenne, Koma, n'est-ce pas, Koryo, Korai, est plutôt pour indiquer que c'est un Kenin, un avatar de Bouddha Bodhisattva et pas un démon. Donc, après cet épisode qui reprend la partie chinoise du Wakan no Eishu tout en le resituant dans le surnaturel, et si nous suivons la version en 35 épisodes, nous franchissons un pas de plus dans la doctrine en retrouvant le grand docteur de la loi Genshin, Eshin Sozu, 942-1017, que nous avions déjà rencontré au livre 6. Si l'on veut bien se rappeler cet épisode, dans lequel l'illustre moine, auteur de l'Ojo Yoshu, n'est-ce pas, l'essentiel sur les bonnes renaissances en la terre pure, donc Genshin échange un renga avec la divinité du sanctuaire de Kamo, encore une fois, on comprendra sans peine pourquoi il revient ici à cette place, aussitôt après un épisode qui se conclut sur la possible identité de l'empereur Toba et de la divinité du Kamo Jinja. La transition était ainsi toute trouvée. En outre, si nous avions pu souligner alors le lien entre le Genshin et l'idée de la réalisation de l'éveil de Bouddha par le végétal, c'est ici sous un aspect extrêmement concret que cette idée va ressurgir. Concret et symbolique à la fois. Genshin, donc, présenté comme le parangon des moines de son temps, vous voyez ici, n'est-ce pas, Chie, Sakira, Narabinaki no Mini Arazu, Makoto no Tsuki o Momite, n'est-ce pas, il a vu. Donc, Sakira, ne l'oubliez pas, c'est-à-dire le talent. Donc, par sa sagesse et par son talent, il était incomparable. Et surtout, il avait Makoto no Tsuki o Momite, il avait vu la lune de la réalité, c'est-à-dire qu'il était arrivé à l'éveil. Et Yomo no Ikigumo Shinshu ni Kiyashita Moshito, n'est-ce pas, il avait donc dissipé tous les nuages tous les nuages sinistres en sa pensée. Donc il doit malheureusement, Shinsozu, suivre la voie de tout ce qui prend naissance et donc mourir en la 7e décennie de son âge, en son temple de Yokawa, donc l'un des 3 grands endroits du mont Hiei, et qui est un centre d'ailleurs d'études qui s'est illustré évidemment par Ryogen aussi. Chose extraordinaire, de sa poitrine, de Genshin, surgissent 3 lotus bleus, n'est-ce pas, Shōrenge, Aoi Renge, signe qu'il a assuré sa bonne renaissance en la terre pure. Le fait ne passe pas inaperçu, et l'empereur lui-même, qui était à l'époque Go-Ichijo, et d'ailleurs il y aura après dans la narration une allusion à son beau-père Michinaga, donc l'empereur lui-même demande qu'on les lui envoie, ces 3 lotus. Cet ordre impérial donne lieu à une délibération, Sengi, de la communauté monastique du mont Hiei, Hokure no Shuto. Et cette communauté monastique, c'est une chose qui nous étonne beaucoup, mais dont on va voir qu'il y a plusieurs exemples. Tout à l'heure aussi, nous verrons comment un moine désobéit à un désir poliment exprimé, mais qui devrait être un ordre d'une impératrice, de l'une des impératrices. Là, donc, c'est la même chose. Le conseil des moines, Hokure no Shuto, refuse tout bonnement de se plier à l'auguste volonté. En ce cas, dit l'empereur, qui est fort accommodant, vous voyez, donnez-moi une seule. Ippon tatematsure. Ce à quoi consentent les moines, cette fois, qui déposent les 2 fleurs restants en la chapelle de Monju, laquelle se trouve dans la pagode orientale Tōto, n'est-ce pas, Higashinoto, du mont Hiei. La fleur du palais fut reprise par le beau-père de l'empereur, le célèbre Michinaga, mort en 1028, et ce qui fit qu'elle fut déposée par la suite dans le trésor Hozo du Byodoin, construite en 1910, construit en 1052 par le fils de Michinaga, Fujiwara no Yorimichi. Le Byodoin aussi va figurer dans plusieurs épisodes, nous les verrons.
Le dernier paragraphe de cet épisode, qui commence de façon aussi résolument édifiante, présente un remarquable gauchissement vers la tonalité littéraire des narrations précédentes. L'occasion en est la description du transfert de la fleur de lotus au Byodoin. Elle est fort succincte, mais le narrateur parvient à glisser dans cette partie en prose des fragments de 2 wakas consignés une fois encore dans le waka Andoeshu. Vous voyez, il y a toujours vraiment le bruit de fond, la musique d'accompagnement de tout ce 8e livre. Nous n'avons pas à les citer, et nous dirons seulement qu'ils servent à illustrer une vignette empreinte de mignardise, avec les fleurs qui, se dispersant sur la scène où se font les danses rituelles, lors de la cérémonie de transfert, on pouvait croire qu'il y neigeait. Ce qui amène la dernière phrase, c'est ce dont on avait l'impression, ce qui était fort plaisant. Omoshiroku oboe haberi. Donc c'est vraiment, alors que ça commence par une tonalité très bouddhique, ça finit sur une considération esthétique. Donc le waka Andoeshu est présent en filigrane, alors que jusqu'à maintenant il était présent par des citations explicites et complètes, et on a l'impression que c'est un procédé qui fait qu'il s'estompe progressivement. Cela nous mène au dernier épisode des 35 de la série que nous avons dans cette version. Il est clair qu'il vient ici en contrepoint à la totalité de tous ceux qui le précèdent dans la série. Ne serait-ce d'abord que par son protagoniste. Tous ceux que nous avons vus jusqu'à présent dans ce 8e livre appartenaient à la noblesse de Heian. Même lorsqu'ils étaient désargentés, à l'instar de la poétesse Issei du 22e épisode, ils relevaient tous du milieu raffiné qui était le lieu d'épanouissement de la poésie japonaise et sino-japonaise, le milieu, en somme, du waka Andoeshu. Ce qui rendait naturel les citations tant explicites qu'implicites de ces poèmes. Nous allons voir que c'est bien l'épisode 34 des Lotus de Genshin et du transfert de l'un d'entre eux par Yorimichi au Byodoin, au Hozo, n'est-ce pas, au pavillon du trésor, qui sert de lien entre les deux histoires. Mais cette fois, nous descendons dans des milieux plus populaires. Afin de mettre mieux en évidence le contraste et les liens qui existent entre les deux dernières narrations, nous donnons ici la traduction complète de ce dernier épisode. Alors, je dois ajouter que la partie centrale narrative est très compliquée du point de vue de la tradition manuscrite. J'ai donc simplement suivi le texte que je vous ai donné. Il y a des divergences importantes, mais qui ne concernent pas le fond, en fin de compte. C'est pourquoi je vous donne la version du Kotenbunko, n'est-ce pas, de Gendai Shichosha, qui est une reprise de la grande édition de Kasama Shoin. Et pour ce qui est des précisions géographiques et tout ça, nous aidons bien sûr du commentaire. Alors, je crois, voilà. Et malheureusement, c'est un peu long. J'espère que vous arriverez à lire. Je vais vous donner la traduction lentement et en ajoutant quelques précisions si nécessaire. Oui, la dernière ligne ne se voit pas très très bien, mais je pense qu'on peut la lire quand même. Oui, voilà, ça va à peu près. Donc, voici ce texte. À l'époque de ce même seigneur de Uji, c'est-à-dire Yorimichi, le fondateur du Byodoin. Et je vous rappelle que dans l'historiographie japonaise traditionnelle, dans les idées traditionnelles, cette fondation du Byodoin en 1052 est très symbolique. Il y a maintenant des contestations, mais très largement, elle coïncidait avec le fait que ça signalait le début de la période de la fin de la loi. Dans le calcul bouddhique traditionnel des 3 périodes de la loi, vous savez, Shobo, Zoho et Mappo. C'est-à-dire que vous aviez la loi correcte qui devait durer 500 ans, la loi de semblance, Zoho, 500 ans, et ainsi de suite. Alors évidemment, il y a plusieurs computations, c'est parfois 1000 ans aussi, et tout dépend évidemment aussi de la date de la naissance du Bouddha, de Shakyamuni, de l'entrée en nirvana de Shakyamuni, et l'une des chronologies traditionnelles bouddhiques
qui avaient le plus de points en Chine puis au Japon faisaient coïncider l'entrée dans le Mappo, n'est-ce pas, de la fin de la loi, en 1052, qui est la date de l'inauguration du Byodoin. Donc le Byodoin est tout à fait marqué pour la plupart des esprits postérieurs avec cette coïncidence de l'entrée dans la fin de la loi. Donc à l'époque de ce même seigneur Duji, en un village appelé Nukoda, dans le comté de Naga, de la province de Kii, qui est l'actuelle préfecture de Wakayama, vivait un paysan, Nofu, du nom de... Alors, il faut sans doute l'appeler Kinoshiro Tomonari. Il y a des divergences sur ce nom, mais vous voyez la version donnée ici est Tomonari. Alors que les créatures des rangs inférieurs, Kudareru Kiwa no Mono, vous voyez ici, donc, il y a vraiment la descente dans les basses classes, comme on disait autrefois. Et c'est bien noté par le narrateur. Kudareru Kiwa no Mono. Alors que donc ces créatures des rangs inférieurs ne se préoccupent que de l'immédiat, Sashi Atari, et d'avoir de quoi faire, alors je traduis de façon un peu triviale ce keburi otatsu, littéralement faire monter la fumée par faire bouillir la marmite, donc matin et soir, sans se soucier le moins du monde de leur future renaissance, Gosei, Nochinoyo. Ce Tomonari, était-ce parce qu'il avait fait mûrir de jour en jour des racines de bien convenables provenant de ses existences précédentes, entretenait une dévotion profonde envers le canon de Kokawa. Donc Kokawa, c'est le Kokawa Dera, vous voyez, Kona no Kawa no Tera. Donc Kona no Kawa no Kannon. Kawa est ici écrit avec Sambon Gawa, n'est-ce pas, mais vous avez aussi écrit avec Zuihen, n'est-ce pas, Suihen, Sanzui no Kawa, le plus souvent. Donc il entretenait une dévotion profonde envers le canon de Kokawa, qui est il fait partie des 33 temples qui marquent le pèlerinage du Kansai, n'est-ce pas, Saigoku Sanju Sansho. Et c'est une canon à 1000 bras. Bon, vous savez qu'il y a sur le caractère féminin ou masculin de canon, cela a changé au cours des âges. Je le mets ici au masculin parce qu'il est représenté, vous verrez pourquoi par la suite. Donc il entretenait une dévotion profonde envers le canon de Kokawa, et tout en retournant le champ de montagne, Yamada, n'est-ce pas, de son humble état, il récitait le nom de canon, tout en élaguant les feuilles de mûrier. Alors je vous donne ici ça devait être une opération qui ressemblait à quelque chose comme cela, n'est-ce pas? Donc c'est Kuwa o Koku, tout en élaguant les feuilles de mûrier, il tenait son esprit fixé sur canon et ne faillait jamais dans la récitation du précieux nom. Vous voyez, Ho-go, Takaranaru go. Malgré cela, Shikare domo, c'est le deuxième paragraphe, il ne put éviter la maladie. Et vers la fin du printemps, alors qu'il était âgé de plus de 50 ans, il dut s'aliter. Le printemps passant, puis l'été, on fut ainsi au 9e mois. De jour en jour, son ventre allait s'enflant de façon stupéfiante, odoro odoroshiku, et rien ne saurait se comparer aux souffrances qu'il éprouvait. Pendant ce temps, Tomonari songeait que s'il s'en était ainsi remis, n'est-ce pas, Tanomi Tatematsu Koto, à Kannon, c'était parce que lorsqu'il était monté à la capitale, ayant entendu par hasard, c'est Kiki Hasamite, n'est-ce pas, le verbe qui est utilisé ici, ayant entendu par hasard, ayant mis dans son oreille en quelque sorte, dans un sermon, que grâce au serment dans lequel il disait, et vous avez ici la citation chinoise, qu'un seul homme, ichinin, c'est-à-dire shitorimo, qu'un seul homme ne réalise point le vœu, c'est-à-dire le vœu que moi j'ai fait, portant sur les deux temps, Nisei, Futatsunoyo, c'est-à-dire le temps présent et le temps futur,
c'est-à-dire donc une existence calme et paisible pour cette existence présente, et une bonne destinée, zenshu, dans l'existence suivante. Donc, qu'un seul homme ne réalise point le vœu portant sur les deux temps, et je tomberai, c'est wade, gada komo zai kachu, n'est-ce pas, je tomberai dans le péché de mensonge, de propos vains, c'est-à-dire je n'aurai pas tenu ma promesse et je serai coupable de mensonge, dit Kannon. Je ne retournerai pas à l'éveil originel, Fugen Honkaku et Shadaihi, et je renoncerai à la grande compassion. Je vais commenter après ça. Il assure le salut de ceux qui recherchent son vœu. Donc, en disant cela, n'est-ce pas? Il assure le salut de ceux qui recherchent son vœu sur les deux temps. Ceux Kugan, ce sont ceux qui s'en remettent au vœu de Bodhisattva. Et en exposant que, toujours Kannon, n'est-ce pas? Deuxième citation, Shorobyoshiku, les douleurs de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort, il les mène graduellement à la complète disparition. Donc, en disant par ces deux citations, il met fin à la maladie, disait le sermon. Et entendons cela, il fit dès lors, ou je fis dès lors, n'est-ce pas, c'est le paysan qui parle, il fit dès lors le serment de s'en remettre à tout jamais à Kannon. Et 30 ans durant, il ne manqua jamais de réciter quotidiennement 500 fois le nom précieux. Alors, pour ce qui est des deux citations que l'on a ici, la première est donnée dans un texte qui s'appelle le Hobotsushu, qui est un texte très important pour notre travail, mais les relations directes entre le Senjusho et le Hobotsushu ne sont pas beaucoup moins évidentes qu'entre celles qui existent avec le Kankyo no Tomo, n'est-ce pas, et le Hoshinshu. Donc, nous l'avons mis de côté pour cette année. Mais ce Hobotsushu, qui est compilé par Taida no Yasuyori, donc, est un texte qui date de la fin du XIIe siècle. C'est-à-dire il a été probablement compilé entre les années 1179 et 1186. Il a aussi comme caractéristique remarquable qui devrait nous concerner, mais qui ne l'est pas malheureusement autant qu'on pourrait s'y attendre, de compter beaucoup de waka dans sa narration. C'est-à-dire qu'il y a aussi qu'il établit aussi un lien entre le salut et les waka. Et en cela, on peut dire que le Senjusho s'inscrit dans cette lignée. Dans le Hobotsushu, la citation que nous venons de voir sur la première citation, n'est-ce pas, sur les vœux portant sur les deux existences, est attribuée à un sutra, le Nyoidinkyo, qui existe, mais malheureusement dans lequel il n'y a pas cette citation. Cette citation circule aussi de façon indépendante dans beaucoup de textes japonais. Donc, il n'est pas sûr que ce soit le Hobotsushu qui l'invente, et se retrouve par ailleurs assez fréquemment. Maintenant, vous avez des termes très précis qui devraient nous intriguer si c'est un sutra. Ce n'est bien sûr pas un sutra venant de l'Inde, c'est un sutra au moins apocryphe chinois, mais même on se demande dans quelle mesure, parce que la fin de la troisième partie, n'est-ce pas, Honkaku ni kaerazu, je ne retourne pas à l'éveil originel, c'est quelque chose qui ne se trouve pas dans les sutras traditionnels, et Honkaku, n'est-ce pas, l'éveil originel est un terme qui a été très couramment employé dans le Japon médiéval, mais dont les fondements scripturaires sont tout à fait peu assurés. Donc on sent un apocryphe japonais ici, n'est-ce pas? L'autre citation, bien sûr, il n'y a pas de doute à avoir dessus, puisqu'elle provient du chapitre 25 du Sutra du Lotus, le Kannongyo, n'est-ce pas, ce chapitre qui circule de façon indépendante, comme un petit sutra en lui-même, ce qu'il est
enfin, je ne veux pas entrer ici dans ces discussions, mais ce qu'il est peut-être à l'origine d'ailleurs, enfin, c'est-à-dire donc le sutra d'Avalokiteshvara. Et bon, alors, vous voyez qu'on met, en tout cas dans l'idée du narrateur, il est bien évident que les deux citations sont canoniques. Et ce n'est pas une citation du Hobutsushu dans la conscience du narrateur. Il s'agit bien de... le paysan rapporte un sermon dans lequel les deux citations étaient faites par le moine comme des citations canoniques. Donc, il existe certes un grand nombre de canons, mais il ne négligea jamais de faire un pèlerinage mensuel, tout spécialement à celui de Kokawa. En ce cas, se disait-il, même si je suis affligé d'une maladie résultant d'une œuvre déterminée, Jogo, n'est-ce pas, c'est-à-dire un karma, je traduis ici go par œuvre, comme on le trouve d'ailleurs dans les textes latins anciens, n'est-ce pas, nos œuvres nous suivent, c'est exactement la même idée dans la Vulgate, dans le Nouveau Testament. Donc, Jogo, c'est le karma qui est prédéterminé par les existences antérieures. Donc, même si je suis affligé d'une maladie résultant d'une œuvre déterminée, si votre serment est réel, pourquoi alors ne me laissez-vous pas vivre cette existence ? Et quand bien même elle serait venue à terme et que je doive partir, puisque vous avez la volonté de souffrance vicaire, Daijuku no Mikokoro Mashimasaba, la souffrance de remplacement, Daijuku, Kawari ni Kuo Ukuto. C'est un thème très important de la dévotion en canon et en d'autres bodhisattvas. C'est-à-dire le fait que ça désigne d'abord les bodhisattvas qui acceptent de descendre aux enfers pour prendre à leur compte, pour prendre sur eux la souffrance des êtres condamnés aux peines infernales. C'est donc c'est ce qui a été traduit par le terme de souffrance vicaire, sur lequel M. Stein a écrit par ailleurs, n'est-ce pas ? Et évidemment, c'est un élément très important de la dévotion en Avalokiteshvara. Cela concernait d'abord la souffrance des enfers, mais ça s'est élargi à toutes sortes de souffrances, et c'est pour ça que l'on voit ici une sorte de généralisation, de globalisation en quelque sorte du concept. Ce n'est pas seulement la souffrance que les peines infernales qui seront prises par canon, mais même les souffrances de la vie quotidienne en cette existence même. Donc, puisque vous avez la volonté, Mikokoro, de souffrance vicaire, pourquoi dois-je donc, moi, souffrir à ce point ? Venez rapidement en aide à mes souffrances et faites de ma pensée de pratiquant une pensée correcte. Je ne vais pas insister ici, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la façon dont les commentateurs le comprennent. Gyoja no kokoro o shonen ni nashitamae. Il se peut que c'est un paysan qui parle, n'est-ce pas ? Alors c'est très délicat de donner c'est un paysan qui est revu par le compilateur, qui lui est un érudit. Alors on ne sait pas exactement ce qu'il entend par cela. Il est vrai que shonen désigne très souvent la pensée correcte à l'article de la mort dans un contexte de terre pure. C'est ce qui est souvent appelé Rinju Shonen, n'est-ce pas ? La bonne pensée au moment de mourir, qui est illustrée par d'innombrables anecdotes. Vous connaissez en particulier celle du moine, du pieux dévot d'Amida, qui, pour justement mourir en bonne pensée, se fait descendre au fond d'un lac par ses disciples en méditation avec une corde, n'est-ce pas ? Et si jamais il n'arrive pas, s'il est vaincu par la peur, l'angoisse, etc., s'il n'arrive pas à réciter en toute quiétude le nom d'Amida, il devait tirer sur la corde pour que les disciples le ramènent et le replongent afin qu'il se remette en bonne méditation. Et bien, cela se passe à plusieurs reprises, et comme il ne tire plus sur la corde, les disciples ont pensé qu'il était mort justement en bonne pensée. Alors, est-ce que c'est cela
faites de mon cœur, de mon esprit, de ma pensée, de pratiquant une bonne pensée qui me mènera à une renaissance correcte, cela pourrait vouloir dire cela. Bon, c'est l'une des possibilités. Ayant fait de tout cœur cette profonde prière, cette nuit-là, un moine, alors un moine, n'est-ce pas, Tso, c'est pas Ama, c'est un moine, d'aspect noble lui apparut en rêve, et qui se nomma « Je suis le Kannon de Kokawa ». Donc il apparaît ici sous le Kannon apparaît sous un aspect masculin. Alors, ce que tu as dit a paru fort pertinent. Alors, si bien qu'on ne sait pas si le moine est Kannon lui-même, malgré ce qu'il dit, ou si c'est un porte-parole. Et je t'ai apporté un remède qu'il te faut vite boire. Il lui donna 3 petits objets ronds que Tomonari reçut avec respect. Il en avala 2, mais en lâcha un qui tomba près de lui. Alors qu'il voulait le chercher, il se réveilla de son rêve. Son ventre, qui était si enflé et lui causait tant de douleur, n'est-ce pas, ikameshikaikeru aussi au sens de enflé, de dimension imposante, vraiment. Son ventre, qui était si enflé et lui causait tant de douleur, avait diminué et se sentait frais et léger au-delà de toute description. Il réveilla sa femme, qui dormait à ses côtés, et lui expliqua ce qui s'était passé. Elle s'en réjouit grandement. Et comme il cherchait la granule, n'est-ce pas, tombée, il apparut que c'était une graine de lotus, fort dure et petite. Elle répandait un parfum tel... Alors, je crois que nous arrivons maintenant... Voilà. Ah, excusez-moi, oui. Voilà, voilà. C'était une partie, de toute façon, oui, une partie était reprise ici, donc on peut lire plus facilement. Nous en sommes à la 2e ligne, n'est-ce pas? À la 3e ligne, pardon. Elle répandait un parfum tel... oui, vous voyez, enfin, nous sommes au début, excusez-moi, je ne vois pas très bien, moi non plus. Elle répandait un parfum tel qu'aloès et musc n'étaient rien au regard. C'est la 4e ligne. On la cousit dans un sac de brocart et il la porta sur lui comme talisman, Mamoli. Au bout de 7 jours, il l'ouvrit pour la contempler, ou on l'ouvrit pour la contempler et voir ce qu'elle était devenue. La graine de lotus s'était ouverte et y avait poussé une petite et délicate fleur de lotus. Comme tout le monde, plongé dans la stupeur, relatait la nouvelle, elle parvint aux oreilles du seigneur Douji, le fondateur du Byodoin, qui convoqua Tomonari pour s'enquérir personnellement de l'affaire. Celui-ci ayant tout relaté dans le détail dès le début, le seigneur, l'écoutant, ne put retenir d'abondantes larmes de joie conséquentes. Zuiki, qui est un terme bouddhique qu'on trouve dans les sutras, la joie qui suit la révélation de tel ou tel message, de tel ou tel enseignement du Bouddha. Désireux de nouer une affinité, Kechi-en, et de vénérer l'objet, il le fut apporté derrière l'écran, le store, n'est-ce pas, le misi, qui le sépare du vulgaire, et le regarda. Pensant qu'il fallait lui accorder aussitôt, Tomonari le lui offrit. Toritate matsurase tamaite. Alors vous voyez, c'est un double honorifique, c'est assez complexe comme formule, mais c'est bien. C'est un personnage inférieur mais honorable qui offre à un personnage supérieur et encore plus honorable. Et donc le Seigneur, en retour, lui fit don de la rizière qu'il labourait pendant tant d'années, en lui disant que tes descendants y passent toute leur vie. Ainsi fit-il déposer cette fleur, le Seigneur, dans le trésor du Byodoin. Non seulement le dit Tomonari fut guéri de son mal, mais il reçut une rizière où il passa paisiblement le reste de son âge. Aussi, sa foi ne fit que s'approfondir. Telle est l'histoire. Le tout dernier paragraphe s'extasie, comme vous le voyez, sur le caractère mystérieux et puissant des bienfaits concrets. Et vous avez Genze no Tokuyaku, dispensé par les divinités.
L'épisode de Tomonari est explicitement rapproché de celui de Genshin, dont le point commun est la fleur de lotus. Le fait qu'une granule fût tombée après que Tomonari en eut avalé 2 a permis, par-delà le salut accordé à sa personne, d'assurer la diffusion dans tout l'Empire, Amenoshita, de la gloire des bienfaits, des Rigaku, donc des Bouddhas et des Bodhisattvas, attirant la foi et permettant de nouer des affinités. Et la dernière phrase concerne l'avenir. Comme nous aimerions savoir en quel endroit Tomonari est rené et la profondeur des grâces qu'il reçoit de Kannon. On peut faire facilement le parallèle entre cet épisode et quelques éléments de l'épisode d'Issé, le messager du Bouddha et du Bodhisattva, le bien concret obtenu de cette existence, le mariage heureux d'un côté, l'obtention d'une rizière de l'autre. Mais cet épisode est aussi résolument tourné vers l'au-delà du monde présent. Si la citation pseudo-canonique est telle pour nous, elle ne l'était pas pour le narrateur, qui a certainement pris au pied de la lettre, nous l'avons dit, la source mentionnée par le Hobotsushu, et ce qui explique qu'elle est mise en parallèle avec le Sutra du Lotus. On voit donc que ce dernier épisode est tout d'abord inséré de façon très cohérente dans la suite des épisodes précédents. En particulier, doit être relevé le lien avec Genshin, qui est en quelque sorte la porte par laquelle la narration se remet plus résolument dans une perspective religieuse. Après la longue digression littéraire et pour tout dire curiale que constitue ce 8e livre marqué par le Wakan no Eishu, la conclusion nous replace bien dans l'histoire du salut. Remarquons aussi que la double citation scripturaire chinoise tranche avec la longue série de citations explicites ou implicites, poétiques et littéraires. C'est une citation religieuse. Nous sommes ici dans la stricte citation canonique, au moins dans la conscience du narrateur. Non seulement l'épisode est-il dans la continuité de la série, mais il s'harmonise en plus avec l'épisode qui nous avait paru aberrant de la poétesse Issei. Il en reprend l'aspect des bienfaits réalisés en ce monde tout en ouvrant sur l'autre monde, c'est-à-dire l'avenir. Donc nous avons Nisei no Gan, n'est-ce pas? Si nous comprenons ainsi que l'histoire de l'humble et dévot paysan se relie aussi habilement aux divers aspects narratifs des épisodes qui l'ont précédé, nous ne pouvons qu'admirer la dextérité du compilateur. Mais avant de quitter ce 8e livre, que nous aurions tort de considérer comme un ajout assez peu harmonisé à l'ensemble du Senjusho, détenant par son aspect plus purement littéraire dans une œuvre qui se veut avant tout d'édification, il serait indiqué, afin de contrebalancer ce jugement, d'évoquer au moins 2 épisodes qui surviennent plus haut dans le livre et qui nous permettront peut-être de comprendre comment le rédacteur ou compilateur a su mêler plusieurs dimensions à son choix. Nous allons tout d'abord considérer le 26e épisode, qui a pour protagoniste l'illustre moine Henjo Sojo, n'est-ce pas, qui est du IXe siècle. Vous verrez, l'anachronisme est évident ici, mais vous avez bien vu qu'il ne faut surtout pas considérer le Senjusho comme un livre historique, malgré les apparences, puisqu'il relate souvent des épisodes appartenant à des personnages historiques. Il mélange toutes les époques, il mélange aussi, vous l'avez vu, tous les poèmes. Les poèmes sont interchangeables, c'est-à-dire les auteurs sont interchangeables, et il fait coexister, comme nous allons le voir ici, des personnages qui n'auraient pas pu se retrouver ensemble parce qu'ils appartiennent à des époques différentes. Donc lui, Henjo, c'est un grand moine érudit, je le dis et je le redirai encore, parce que vous verrez que tout tourne là-dessus, n'est-ce pas? Il a été patriarche, zasu de l'école Tendai, il a étudié avec Ennin et Enchin, parmi les 2 plus grands érudits du IXe siècle. C'est quelqu'un versé dans les écritures bouddhiques et les doctrines, n'est-ce pas, chinoises et japonaises. Il est connu par ses waka, mais ses waka, comme vous allez le voir, ne sont pas ordinaires. Donc, avant d'entrer dans le vif de la narration, il nous faut redire très brièvement que les poèmes écrits par ces moines, tels que Henshin, doivent, plus encore que pour les œuvres des poètes ordinaires, être lus en ayant à l'esprit qu'il est rare, à moins d'un effort conscient de leur part, et nous les avons vus, de ne pas y trouver d'allusion à la doctrine bouddhique. Que leurs lecteurs les aient effectivement trouvés, c'est une autre question, mais nous-mêmes, en tant que lecteurs plus attentifs,
nous ne pouvons laisser sans interrogation des tournures qui nous sollicitent en tant qu'exégètes, ce que devrait être tout lecteur de ces œuvres. On se souviendra donc du dernier poème que je vous donne ici de la rubrique Impermanence du Wakan no Eishu que nous avons vu l'an dernier. Nous l'avons déjà vu, mais je vous le redonne en quelque sorte pour vous donner le là de cet épisode. Il était l'œuvre précisément du recteur monacal. Je le lis aussi parce qu'il arrive parfois qu'il n'y ait pas d'image pendant la première semaine et des gens se sont plaints de ne pas avoir le texte des poèmes. Donc je le lis à haute voix. Sue no tsuyu, moto no shizukuya, yononaka no okuresaki datsu tameshi naruna. Sue no tsuyu, moto no shizukuya, yononaka no okuresaki datsu tameshi naruna. La rosée, alors j'ajoute quelques petites explications entre parenthèses, mais donc la rosée aux extrémités des ramilles est-elle autre que la goutte de la même rosée tombée à la racine? Ce n'est pas un vers, n'est-ce pas? Donc la rosée aux extrémités est-elle autre que la goutte à la racine? Ce devrait nous apprendre, Tameshi Narunan, ce devrait être un exemple concret qui sert à tirer une conclusion. Ce devrait nous apprendre ce qu'est en ce bas monde, ce qui disparaît plus tôt ou plus tard. On se souvient peut-être du rapprochement que nous avons fait alors, guidé par le simple fait qu'un religieux du Tendai, fut-il poète, ne pouvait utiliser innocemment des termes comme sue et moto, parce que lorsque l'on voit sue et moto dans le Tendai, on pense immédiatement à la 10e des 10 incités Nyose, n'est-ce pas, qui est Hon Matsuku Kyoto, et vous voyez qu'ici dans ce poème, je ne reviens pas dessus, mais en réalité c'est un poème qui prêche, qui explique, qui montre Tameshi, n'est-ce pas, que le moto, la racine et l'extrémité sue sont parfaitement égaux et que on ne peut pas discerner on ne peut pas discerner ontologiquement de différence entre les deux. Le tsuyu, la rosée, qui est aux extrémités de la ramille, en tombant, revient à la racine. Il y a une sorte d'équivalence éternelle. C'est pour ça que le Okure Sakidatsu, qui fait une distinction dans le monde phénoménal, n'est-ce pas, ceux qui partent, ceux qui meurent plus tôt et qui laissent des gens derrière eux, et vice-versa, si j'ose dire, Yononaka, n'est-ce pas, sont en fin de compte parfaitement égaux sous l'aspect de la réalité qui est le Shoho Jisso, n'est-ce pas, la réalité des choses. N'oubliez pas que c'est un terme fondamental de la pensée bouddhique de l'époque. C'est ce que ce moine Henjo a en tête. Donc, après ce préambule, nous pouvons aborder la lecture de cet épisode assez court qui comporte 3 poèmes japonais, dont chacun doit se lire à un niveau différent. Voici le texte. Autrefois, alors que le recteur monacal, Sojo, n'est-ce pas, le recteur monacal Henjo s'était rendu auprès de l'impératrice Jotomonin, c'est-à-dire Fujiwara no Shoshi, n'est-ce pas, ou Akiko, qui était la fille de Michinaga, du Mido Kampaki, et donc la sœur du fondateur du Byodoin, qui est l'épouse en second de l'empereur Ichijo et qui eut à sa cour, vous vous souvenez bien, Murasaki Shikibu et Izumi Shikibu Akazoemon, c'est-à-dire d'illustres poétesses. Évidemment, comme elle est morte en 1074, vous voyez, elle a vécu 2 siècles après Henjo. Ils ne pouvaient absolument pas se rencontrer. Donc, alors que le recteur monacal Henjo s'était rendu auprès de l'impératrice Jotomonin, enfin de l'impératrice en second, si j'ose dire, je l'appelle l'impératrice Chugu, n'est-ce pas, disons la palatine médiane, c'est-à-dire que c'était une très haute concubine impériale. Donc celle-ci lui fit dire par Umano Naishi, je reviens à Umano Naishi, qu'on pourrait peut-être traduire en français par la maréchale, n'est-ce pas? N'oubliez pas que le maréchal, c'est celui qui s'occupe des chevaux, et l'intendante des chevaux, qui était aussi une poétesse célèbre de la fin du Xe siècle, qui n'a bien sûr pas pu rencontrer Henjo non plus.
Elle est de la même époque que l'impératrice. Ah oui, il y a une invraisemblance aussi, c'est que Umano Naishi, qui était une poétesse reconnue, mais elle était dans le salon rival de l'impératrice Akiko, puisque c'était l'impératrice Teishi, n'est-ce pas? Il y a de célèbres heurts entre les deux salons qui cachent bien sûr des rivalités politiques bien plus qui auront des conséquences bien plus importantes. Mais il y a quand même un certain, en plus de la rivalité donc, qui font que la scène est tout à fait invraisemblable, il y a aussi Umano Naishi est très nettement antérieur à cet épisode, puisqu'on est quand même quelque part dans la lignée du Byodoin, n'est-ce pas, si l'on se rapporte au contexte général. Donc, lorsque le recteur monacal Henjo s'était rendu auprès de l'impératrice en second, Joto Moin, celle-ci lui fit dire par la poétesse Umano Naishi, qui est présentée donc comme sa dame de cour, ce qu'elle n'était pas, de rester ce soir-là de service au palais, n'est-ce pas? Alors, vous avez Goshoni Saburai Tamu Beshi. On ne sait pas trop ce que veut dire quelle était la nature du service attendu, mais le reste peut peut-être nous le suggérer. Ce à quoi, et là vous voyez encore une fois un moine qui refuse tout bonnement l'injonction, non pas impériale cette fois, mais quand même de quelqu'un d'extrêmement proche de l'empereur. C'est quand même c'était comme si c'était un ordre impérial. Donc le moine répond Sashite nasubeki koto haberi. J'ai affaire, j'ai fort à faire. Il répondit donc qu'il avait fort à faire. Et il allait partir quand Nakatsukasa, et vous voyez encore une poétesse, Nakatsukasa, nous l'avons déjà vu, n'oubliez pas que c'est la fille de la poétesse Issei, qui était déjà morte à l'époque. Donc vous voyez encore une fois des incohérences chronologiques. Elles sont si incohérentes que l'on se demande même si le compilateur ne le fait pas exprès, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a une sorte d'humour là-dedans, ou pour montrer vraiment que tout doit être pris dans un monde autre que le monde historique? C'est vraiment l'univers de la narration. Donc Nakatsukasa s'exclama « Comment cela ? Vous allez manquer l'occasion de contempler les valérianes de la plaine de Sa Majesté, n'est-ce pas? Ikaniyoto, gozen no dobe no ominaeshi o oba misugose tamaobeki. Misugosase tamaobeki. Vous allez manquer l'occasion de contempler les valérianes de la plaine de Sa Majesté. Nobe no ominaeshi. Mot d'esprit, alors évidemment, vous comprenez, ominaeshi, comme vous le savez dans la poésie, à cause aussi d'une rencontre phonétique, puisque ominaeshi ressemble fort à la prononciation ancienne de onna, qui est omuna, n'est-ce pas? Donc, et ça veut dire à la fois cette plante d'automne qui est la valériane, enfin, il y a plusieurs, on la traduit plus souvent par valériane, et puis donc c'est la femme, la courtisane dans les deux sens, c'est-à-dire la dame de la cour ici, mais la courtisane comme la prostituée. Et dans bon nombre de poèmes à thème bouddhique, la fleur, la valériane, est prise comme métaphore de la tentatrice par excellence, ou de la femme de basse condition. Et je retiens toujours le rapprochement qu'a fait un collègue japonais de ce ominaeshi et du terme sanskrit dombi, n'est-ce pas, dans les poèmes tantriques, qui est dombi, qui est la blanchisseuse, la lavandière, n'est-ce pas, la femme de basse caste, qui est la parèdre idéale du pratiquant. C'est-à-dire plus le pratiquant est élevé et plus celle qu'il choisit comme copratiquante en quelque sorte est de basse classe. Et il y a là une relation qui pourrait faire penser à cela. Bon, ici nous sommes dans une atmosphère de cour, donc ce n'est pas tout à fait la même chose.
Donc, Henjo répondit à ce mot d'esprit par ce poème. Alors, le poème n'est pas de... Je vous le donne ici. Attendez voir. Voilà, il est ici, oui. Il n'est pas de lui. Il est dans le Wakan no Eshu, vous le voyez, mais il n'est pas de lui. Mais il faut le lire ici comme s'il était de Henjo, c'est très important. Donc, Ominaeshi Ookaru nobe ni yadori seba, ayanaku adano nao ya tatsubeki. Ominaeshi Ookaru nobe ni yadori seba, ayanaku adano nao ya tatsubeki. Si je demeure en la plaine où abondent les valérianes, sans raison je me ferai un renom de frivolité. Et il partait déjà, vous voyez le premier poème, donc, et Tatare Keruni, n'est-ce pas? Il partait déjà quand Uma no Naishi, la poétesse, improvisa aussitôt ce poème que je vous donne ici. Hana Yueni, alors selon les versions, vous avez Hana Yueni ou Hana Yuemo. Hana Yueni Adanaru Naoba, Nagasa Jito, Kikeba Tamoto wo Shikimo Todomezu. Hana Yueni Adanaru Naoba, Nagasa Jito, Kikeba Tamoto wo Shikitodomezu. Puisque pour les fleurs, à vous entendre, point ne risquerez votre renom. Par la Manche, je ne veux pas vous retenir. Allez-y, partez, n'est-ce pas? L'impératrice, qui avait entendu de derrière le store le poème de Henjo et la réponse de Uma no Naishi, en fut, rapporte-t-on, ravie au-delà de tout mot. Voici le troisième poème. Il est un poème, c'est le troisième poème dont vous voyez à la fin, qui est dit à la troisième ligne avant la fin, c'est Toyu koto wa kakimoto nari. Alors ce kakimoto, je n'insiste pas, c'est une façon très particulière du Senjusho de parler. Les commentateurs le comprennent comme meika, n'est-ce pas? C'est-à-dire un poème illustre, un poème remarquable. Je pense qu'on peut peut-être le comprendre tout à fait, un peu comme on dit un Werther, pour dire un tableau de Werther, c'est un poème de Kakimoto, mais ça veut dire plutôt un poème digne de Kakimoto. Il est un poème digne de Kakimoto, donc un poème remarquable, qui est le suivant. Hana no yueni no natsukashimi shitoyonete adanaru naoba ware ni nokosamu. À cause des fleurs et de ma nostalgie de la plaine, j'y ai dormi une nuit. En laisserai-je pour moi un renom de frivolité? Ainsi, dit le commentateur en conclusion, si l'autre a une disposition d'esprit fâcheuse, nasake naki kokoro, au point de se susciter une rumeur de frivolité en demeurant dans la plaine, je ne le retiendrai pas, et je ne laisserai pas non plus une telle réputation, fut la réponse. Nous ne pouvons comprendre cet épisode que comme l'histoire d'un malentendu. Précisons tout d'abord que, d'après les commentateurs, si l'auteur du premier poème n'est pas donné comme Henjo, mais plutôt comme Bizai, n'est-ce pas, Ono no Yoshiki, qui est lui aussi Bizai, par les éditeurs du Wakan no Eshu, un certain nombre de manuscrits attribuent bien ce poème à Henjo. La possibilité, donc, demeure. Mais quand bien même ce ne serait pas Henjo, le fait reste que le compilateur du Senjusho le met dans sa bouche, ce qui ne saurait être gratuit. Nous avons en tout cas à le comprendre comme s'il était bien l'œuvre du moine poète. En reprenant le mot plaisant de la poétesse Nakatsukasa sur les valérianes de la plaine de Sa Majesté, le moine, rompu à la scolastique du Tendai qu'est Henjo, lui donne une acception plus profonde,
c'est-à-dire bouddhique. Il est bien entendu que les Valérianes sont ici les dames de la cour de Giotto Monin. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais la plaine, ainsi que nous l'avons déjà vu à plusieurs reprises, et cette année encore, est une allusion à la doctrine du petit véhicule. Nous le savons, n'est-ce pas? La doctrine du Rokuonji, c'est-à-dire de l'époque du parc aux cerfs, la première période de la prédication du Bouddha. Et le verbe yadoru, que nous avons ici au troisième vers, yadori seba, qui signifie bien sûr passer la nuit, ou se mettre à l'abri, passer la nuit, signifie aussi dans les poèmes bouddhiques le fait d'aller d'existence en existence. C'est la transcription en lecture japonaise du kanji, du caractère chinois shiku, qui signifie bien le fait d'aller de génération au sens ancien en génération. En ce cas, la locution adanona, réputation de frivolité, renom frivole, reprend tout son sens de nom, le nom qui est vain, n'est-ce pas? C'est-à-dire kemio. Et donc les dénominations provisoires qui constituent le monde phénoménal. Le moine qui est Henjo compose donc un poème tout à fait conforme à sa condition et explique ainsi son départ du palais sans y passer la nuit et son rejet du monde vulgaire. D'autant plus qu'on peut entrevoir ce qu'était le service de nuit auquel l'impératrice l'invitait. En un mot, et voyez Adanona o Tatsu, vous avez dans le poème Adanona o Tatsu, je le redis, vous voyez, Adanona o ya Tatsubeki, vous avez donc l'expression établir un renom de frivolité qui est tout à fait la lecture en japonais de l'expression scolastique Ritsukemyo, Ritsukemyo, qui est exactement la même chose, où vous avez aussi Ritsukemyoku selon les doctrines. Ce sont deux termes techniques, je n'entre pas dans les détails, des doctrines du Sannon et du Yuishiki, qui correspondent tout à fait à cela. Alors, en un mot, donc, le moine refuse d'établir les dénominations provisoires. Mais l'autre poétesse, et c'est là que le dialogue se retourne, n'est-ce pas? L'autre poétesse, Umano Naishi, la maréchale, choisit de ramener le propos à sa dimension plus terrestre. Il faut lire sa réponse comme un poème de dépit, disant en substance que ce soit pour de vraies fleurs ou pour les fleurs que sont les dames de la cour, celui qui n'est pas suffisamment galant pour risquer sa réputation au service de l'amour ne vaut pas la peine d'être retenu. Sodeo Shikitomenai. Le commentaire, d'ailleurs, se contente encore une fois, après avoir noté l'amusement de l'impératrice, de répéter les deux poèmes de façon que l'on comprenne qu'ils sont ici pris en leur dimension la plus superficielle. Si le premier poème, avec sa double dimension, est attribuable à Ono no Yoshiki, comme à Henjo, selon les sources, je ne me prononce pas, évidemment, le fait qu'il soit attribué ici à Henjo nous autorise à le lire dans ce sens bouddhique, et c'est aussi pour ça que le compilateur l'a pris, bien sûr. Donc, que ce soit Bizai ou Henjo, nous devons le lire comme un poème de Henjo ici. Les deux autres sont inconnus, bien que les deux autres poèmes sont inconnus, bien que les commentateurs rapprochent le troisième d'un poème du Manyoshu de Yamabe no Akahito, mais nous n'allons pas entrer dans les détails. Il nous semble en tout cas clair que le compilateur du Senjusho a voulu ici mettre en contraste la différence de lecture et de compréhension d'un poème fait par un religieux avec celui composé dans une perspective toute phénoménale et galante, en donnant comme troisième point de référence, c'est pas un poème censé être plus ancien, qui est un poème en quelque sorte neutre. Cette suite de trois poèmes nous amène à lire rapidement un dernier épisode de ce 8e livre, le 28e, où nous retrouvons une succession de poèmes qui ont cette fois la même dimension et le même but. Nous aurons en outre le plaisir d'y retrouver Saigyo, bien que l'histoire commence par un mukashi qui nous indique que l'essentiel s'en déroule avant son époque. Je vais le lire assez rapidement parce que nous n'avons pas plus beaucoup de temps et c'est assez long, mais vous allez voir
qu'il est tout à fait... c'est vraiment une remise en perspective de la poésie dans le sens salvifique. Autrefois donc, du temps de l'empereur retiré Ichijo, il était un personnage... Alors je n'entre pas sur les détails chronologiques qui sont à la limite. Il était un personnage appelé le recteur monacal Gyoson, qui est un... Bon, vous avez les kanji ici, n'est-ce pas? Il est daté de 1055-1135, donc légèrement avant Saiyo. Il étudia au Miidera, mais il fut aussi zasu de l'école Tendai. Le Miidera, donc le Sanjōji, qui est le grand rival du mont Hiei, et qui parvint au grade de Daisojo, le grand recteur monacal, donc l'un des plus prestigieux de son époque. Donc, il était un personnage appelé le recteur monacal Gyoson du Byodoin, qui pratiquait aussi au Byodoin, d'après certaines sources. Grâce à la pratique ascétique qu'il avait menée tout au long des années, il avait parcouru les lieux saints, Shōseki, un nombre incalculable de fois, donc tous les grands lieux de pèlerinage du Japon. Et en particulier ici, il avait fait retraite dans la grotte de Shō au mont Omine, n'est-ce pas, l'Omine-san, en la province de Yoshino, donc tout près de Nara, site connu à la fois pour ses ermites et ses cerisiers. La grotte de Shō est ici écrite, bon, je n'entre pas dans ces détails. L'encens venait de son esprit en méditation. Les vapeurs n'en cessaient pas, bien qu'il n'y eût pas de feu. Les fleurs d'offrande au Bouddha s'épanouissaient de ses paumes jointes et ne dépendaient pas du printemps. Ce sont deux allusions rapides à une rubrique du Wakando Eshu, vous voyez encore une fois le Wakando Eshu, dans la rubrique Butsumyo, les noms de Bouddha, que nous avons vu l'an dernier. Donc ça veut dire sa puissance de méditation était telle qu'il n'avait pas besoin de faire brûler de l'encens, c'était l'encens de son esprit, et les fleurs d'offrande venaient directement des paumes de ses mains. Il passa ainsi 3 années avant de se retirer cette fois à Amano Kagoyama, donc, parfois écrit Amano Kagoyama, dans la préfecture de Nara aussi, c'est pas si loin que ça, où il fit apparaître d'innombrables Bouddhas de transformation. Vous voyez qu'ici, vous avez encore Kebutsu, n'est-ce pas, Jipponi Genji. Par la puissance à la fois de sa méditation, il fait apparaître des Bouddhas qui prêchent la loi en même temps. On voit bien qu'il se situe dans l'ésotérisme, en tout cas. Donc, alors, il fait apparaître d'innombrables Bouddhas de transformation dans les 10 Orients pour les vénérer aussi, et emplissant son ermitage d'encens et de fumigation, ou des fumigations de l'encens. Ce 3 années durant. Il n'y avait pas de limite au mérite provenant de ces pratiques. Sur le stupa, près de la caverne de Shō, à Omine, il y avait donc un stupa, sotoba, n'est-ce pas, donc une petite construction ici que l'on va retrouver dans la suite de l'histoire. Il avait tracé au pinceau ce poème. Alors n'oublions pas qu'il est censé être assez antérieur à Saiyo. Voici le poème. Kusa no iyo, nani tsuyuke shito omoiken, moranu iwaya mo sode wa nurekeri. Alors, je ne vais pas chercher à le traduire de façon poétique parce que il faudrait complètement le retraduire pour qu'il ne soit pas trop comique en français. Mais donc je vais le traduire de façon littérale en quelque sorte. Ça pourrait presque être une publicité pour des cuisines installées, n'est-ce pas? En mahut d'herbe, quelle humilité pouvais-je penser? Mais, sous-entendu, mais en cette grotte qui ne fuit pas, Moranu iwayamo, ma manche est bien trempée. Sodewa nurekeri. Donc, lorsqu'on est dans une hutte d'herbe, il est tout à fait normal qu'il y ait de l'humidité,
mais ici il est dans une grotte bien sèche, il n'y a pas de fuite, et malgré ça, sa manche est détrempée évidemment par ses larmes. Ses larmes, il a le don des larmes aussi, comme certains ermites chrétiens, n'est-ce pas? Et il pleure sur les souffrances du monde et la difficulté d'obtenir une bonne renaissance. Donc voici le premier poème que vous voyez bien. Donc on continue, la narration continue. L'écriture est presque effacée, l'encre desséchée, mais que ce soit conservé jusqu'en ces temps de la fin. Vous voyez, suenoyo, nous sommes dans cette idée est très présente dans le recueil. Que ce soit conservé jusqu'en ces temps de la fin est vraiment émouvant. Alors que celui qui a tracé ces lignes doit être à présent en quelque terre pure, qu'il ne reste de lui que cette trace à la surface d'un stupa, si on médite sur ce fait, de pitié et de tristesse, on ne peut retenir ses larmes. Tel est du moins mon sentiment. Oboe Habedi. Il avait pour disciple, Gyoson, Gyoke, dit le recteur monacal de Sakudai, 1101-1165, qui, lorsqu'il fit retraite dans cette même grotte, voyant ce poème de son maître, le recteur monacal, fut saisi par le regret des jours anciens et, étreint par l'émotion devant cette trace, ajouta à côté, alors il n'ajoute pas un poème complet, il ajoute seulement les deux vers de 7 pieds, de 7 syllabes qui constituent un shimonoku, n'est-ce pas? Donc on retrouve encore l'idée du renga. Et il dit donc Geni moranu nizo sodewa nurekeru. En vérité, alors qu'il n'y a pas de fuite, bien qu'il n'y ait pas de fuite, littéralement là où il n'y a pas de fuite, en vérité, bien qu'il n'y ait pas de fuite, ma manche est détrempée. Vous voyez que ce poème n'apporte que très peu à la chose. Et cette fois, c'est Saigyo qui reprend la narration. Ce que moi-même voyant, j'ai senti combien une telle personne était attachante, Yukashi. Insignifiant que je suis, Tsutanakimi, n'est-ce pas? Insignifiant que je suis, vouloir ajouter auprès des poèmes de personnages si imposants des paroles japonaises, et ça c'est très intéressant pour toi, Yamato Kotoba. Vous voyez que c'est à la dernière, tout à fait à la fin de la deuxième ligne qui suit le demi-poème, n'est-ce pas? Donc, vouloir ajouter auprès des poèmes de personnages si imposants des paroles japonaises bien insuffisantes par le fond comme par la forme, kotoba mo sugata mo tarawanu, tarinai, n'est-ce pas? Tarawanu, mono. Donc, ne me vaudrait que des reproches, soshini, d'être calomnié. J'en avais bien peur. Mais aussi, la chose était impossible à laisser telle qu'elle. Et j'avais aussi le désir de lier avec eux une affinité. Aussi, ajoutai-je ces lignes, Tsuyumoranu iwayamo sodewa nurekerito kikazu wa ikani ayashikaramashi. Tsuyumoranu iwayamo sodewa nurekerito kikazu wa ikani ayashikaramashi. Et vous voyez que c'est une citation d'un poème fait par Saigyo lui-même, qui est consigné dans son recueil, le Sankashun. Que sans fuite aucune, en cette grotte encore ma manche soit détrempée. Si je ne l'avais entendu, combien j'eusse été étonné. Vous voyez que la fuite est reprise par les trois poèmes. J'en suis encore tout intimidé, dit Saigyo, d'avoir osé faire cela. Et cependant, que ne me soit pas dédaigné jusqu'à ce que toute trace en disparaisse. Sobamu. Jusqu'à ce que toute trace en disparaisse, le souhait de voir la rosée de mon poème se faire roser sur ne serait-ce qu'un seul lotus de la terre pure. Ou si l'on prend une variante qui est au lieu du premier Hitotsu Hachisu no Tsuyu Tomo, vous avez Hitotsu Hachisu no En, n'est-ce pas? Yukari Tomo, n'est-ce pas? Un lien. Donc, on pourrait penser le souhait de voir la rosée de mon poème se faire lien avec ne serait-ce qu'un seul lotus de la terre pure. C'est son souhait, Omoi. Dans cet épisode où Saigyo parle, pour ainsi dire, à la première personne, bien que ce soit par le truchement d'un compilateur,
nous avons de précieuses indications sur les idées de ce dernier, de Saigyo et du compilateur surtout, sur le rôle du poème et de la langue. Nous avons tous remarqué que le troisième poème cité est effectivement de Saigyo, ce qui accentue la vraisemblance religieuse de la narration. De plus, alors que nous avons souligné au dernier cours combien ce livre 8, en imitant la structure langagière du Wakan no Eishu, introduit en quelque sorte la langue elle-même dans le processus du salut, nous voyons cette idée confirmée ici par la mention explicite de la langue de Yamato. Mention qui semble parfaitement redondante, puisque nous voyons bien que nous avons affaire à des waka, ce n'est pas la peine de le préciser. Les trois citations sont des citations de waka. S'il est ainsi clairement dénommé, c'est qu'elle tient un rôle particulier dans l'esprit du compilateur. Nous voyons que ce rôle est concret. C'est la rosée du poème qui devient rosée sur le lotus de la terre pure. Nous retrouvons ici la puissance du mot que nous avions vu à l'œuvre dans la confection d'un cadavre animé, vous vous en souvenez. Si nous avons donné cet épisode en dernier dans les présentations de ce 8e livre, alors qu'il n'est pas le dernier, c'est le 28e, c'est parce qu'il présente à l'évidence une clé de compréhension de l'articulation des deux œuvres qui nous semblent à première vue difficilement à mettre sur le même plan salvifique, le Wakan no Eishu et le Senjusho. Et pourtant, le lien est bel et bien là, et nous n'allons pas le dédaigner non plus, pour reprendre le mot de Saigyo, Sobamukoto Nakare. Je vous remercie de cette audience.